Imagine l'une des plus grandes stars de la planète qui vient de signer un contrat record évalué à 100 millions de dollars qui décide d'écrire le mot « esclave » sur sa joue. Toute l'industrie musicale et les médias pensent qu'il a perdu la tête. En réalité, il est en train de lancer la plus grande guerre de pouvoir de l'histoire de la musique. Bienvenue dans cette 21e vidéo du mois d'août, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de Prince et de la première guerre ouverte entre une des plus grandes stars de son époque et un des labels de musique les plus puissants de la planète. « 92% d'entre vous regardent sans être abonnés à la chaîne, et ça brise mon petit cœur. Statistiquement, t'en fais très sûrement partie. Alors pour me soutenir, je t'invite à t'abonner. Merci pour le soutien, on est parti. Pour comprendre comment un artiste au sommet de sa gloire en arrive à ce geste extrême, il faut revenir aux origines de Prince Rogers Nelson. Il naît en 1958 à Minneapolis. Ses parents sont des musiciens, alors il se passionne tout naturellement pour la musique. Dès l'adolescence, il développe une obsession, ne jamais dépendre de personne. Il ne se contente pas d'apprendre la guitare, il apprend la batterie, la basse, le piano et les synthétiseurs. Il passe des journées entières enfermé dans un studio pour maîtriser chaque maillon de la chaîne de création. Il veut pouvoir composer, jouer, enregistrer et arranger lui-même le moindre morceau de A à Z. En 77, Prince a 19 ans, ses premières maquettes circulent et plusieurs grandes maisons de disques se disputent sa signature. À cette époque, le fonctionnement de l'industrie est totalement verrouillé. Lorsqu'un jeune artiste signe son premier contrat, la maison de disques lui impose un producteur exécutif. C'est ce producteur qui choisit le son, les musiciens, les morceaux qui sortiront en single et l'orientation stratégique du disque. Prince, lui, pose une condition non négociable. Il refuse de signer si la maison de disques ne lui donne pas le contrôle créatif absolu et le droit de produire lui-même ses propres albums. Pour un gamin de 19 ans inconnu du grand public, c'est du jamais vu. La maison de disques Warner Bros accepte cette condition pour décrocher sa signature, parce que ses dirigeants détectent chez lui un potentiel commercial exceptionnel. Pendant toute la décennie 80, le pari de la Warner s'avère extrêmement rentable. Prince enchaînera les succès mondiaux. Au début des années 90, Prince est au sommet de sa popularité. Alors, Prince et la Warner signent un nouveau contrat d'une ampleur inédite, 100 millions de dollars pour 6 albums. Sur le papier, c'est le contrat parfait. En réalité, ça ne l'est pas tant. Dès 1993, un conflit d'intérêts majeur éclate entre la logique créative de l'artiste et la logique financière de la maison de disques. Prince veut publier ses chansons au rythme où il les crée. Il avait fait construire un complexe créatif au Minnesota, un centre de création composé de plusieurs studios d'enregistrement et de plateaux de tournage. Prince y vit et y travaille 24 heures sur 24. C'est un créateur hyperactif. Du coup, il compose et enregistre plus de 50 chansons par mois. Sa capacité de production dépasse largement ce qu'un artiste produit habituellement. Alors il demande à la Warner de sortir 3-4 albums par an. Les dirigeants de la Warner refusent. La stratégie commerciale des grandes maisons de disques ont des règles strictes. Un album doit être exploité pendant 18 à 24 mois. Il faut sortir un premier morceau à la radio, tourner des clips, organiser des campagnes d'affichage, faire des tournées de promotion, puis extraire d'autres morceaux au fil des mois pour rentabiliser chaque investissement marketing. Pour la Warner, sortir plusieurs albums par an risquerait de saturer le marché, perdre le grand public et donc faire baisser les ventes. Bon, déjà, il y a un premier clash, mais ce qui va transformer ce clash en véritable guerre, c'est, vous vous en doutez, le responsable de tous les maux de cette terre, l'argent. Tu dois sûrement te dire, Prince vient de signer pour 100 millions de dollars. Comment peut-il y avoir
un clash pour de l'argent. Déjà, le contrat prévoit 100 millions de dollars répartis sur 6 albums, donc plus de 16 millions de budget par album. Sauf que cette somme n'est débloquée que si l'album précédent a vendu au moins 5 millions d'exemplaires. Bon déjà ça, c'est une sacrée douille. Mais la goutte d'eau qui fera déborder le vase, ce sont 2 clauses juridiques présentes dans le contrat. La première clause concerne la propriété des enregistrements originaux, ce qu'on appelle les masters. Dans l'industrie du disque, le master est la bande originale d'un morceau. L'entité qui possède le master détient la propriété intellectuelle et commerciale de l'œuvre. C'est elle qui autorise ou interdit les rééditions, la présence des chansons au cinéma ou dans les publicités, et c'est elle qui encaisse la majorité des revenus générés sur le long terme. C'est en quelque sorte le saint graal de l'industrie musicale. Pour vous donner une idée, récemment le catalogue de Queen s'est vendu à 1,2 milliard de dollars. 50% du catalogue de Michael Jackson s'est vendu 600 millions de dollars. Bref, en gros, pour un artiste comme Prince, le simple fait de détenir ses masters peut le faire passer de millionnaire à milliardaire. Sauf que dans le contrat signé, c'est la Warner qui conserve la propriété exclusive et définitive de tous les masters enregistrés par Prince. La deuxième clause concerne le nom d'artiste. La marque commerciale Prince est déposée et détenue par la maison de disques. Donc en gros, si Prince voulait faire un t-shirt à son effigie avec son logo, il avait techniquement pas le droit. Là, c'est pareil. Récemment, on a vu des artistes comme Kiss revendre leur marque commerciale pour 300 millions de dollars. Donc on imagine que pour un artiste comme Prince, le montant de la valorisation de sa marque commerciale devait être au moins similaire, si ce n'est pas plus. Donc pour résumer, Prince a signé un contrat de 100 millions de dollars sur le papier, sauf qu'une grosse partie de cette somme est débloquable sous certaines conditions, et derrière tout ça, la Warner s'assure au minimum 1 milliard de dollars de recettes avec les masters et la marque commerciale de Prince. Prince réalise alors une chose fondamentale. Peu importe ses millions de disques vendus, il n'est pas propriétaire de son travail. Et ça, on en a parlé au tout début de la vidéo. Pour un mec comme Prince, lui qui était obsédé par le fait de ne jamais dépendre de personne, ça va le rendre complètement fou. Le 7 juin 1993, le jour de son 35e anniversaire, Prince annonce publiquement qu'il renonce définitivement à utiliser le nom Prince. Puisque le nom Prince est un actif commercial sous le contrôle de la Warner, il décide de supprimer purement et simplement ce nom de son identité publique. À la place, il adopte un symbole graphique imprononçable, combinaison du signe masculin et du signe féminin. Pour la presse, les radios et la télévision, la désorganisation est totale. Personne ne sait comment prononcer ce symbole à l'antenne. Les médias doivent trouver une alternative en urgence et créer le sigle TAFCAP pour The Artist Formerly Known as Prince, l'artiste autrefois connu sous le nom de Prince. Anecdote assez folle, pour obliger les médias à utiliser son nouveau nom, Prince fait fabriquer des disquettes informatiques contenant le fichier de police de caractère du symbole. Ces disquettes sont envoyées par courrier aux rédactions des journaux et des télévisions du monde entier pour que leurs graphistes puissent intégrer le logo directement dans leur logiciel de mise en page. Tu l'auras compris, ce changement de nom n'est pas un caprice d'artiste ou une opération de communication. C'est un acte de sabotage juridique et commercial. En devenant un symbole imprononçable, il rend la promotion de ses futurs projets extrêmement difficile pour sa maison de disques. Mais Prince va pousser la protestation encore plus loin. À partir de 1994, lors de toutes ses apparitions publiques, il inscrit le mot « slave », esclave en anglais, au marqueur sur sa joue. L'image fait le tour du monde. L'un des musiciens les plus célèbres de la planète s'affiche publiquement avec le mot « esclave » gravé sur le visage pour dénoncer son contrat de travail. En utilisant le mot « esclave », Prince, artiste noir américain, emploie un terme volontairement lourd d'histoire pour créer un choc visuel et politique. Son objectif est d'exposer la structure du marché de la musique. Selon lui, un contrat de major où l'artiste cède la propriété définitive de ses créations en échange d'une avance financière s'apparente à une forme d'asservissement économique moderne. L'artiste produit la richesse matérielle, mais la maison de disques conserve la propriété définitive du patrimoine. À titre de comparaison, c'est comme si De Vinci cédait l'exclusivité des droits d'exploitation de la Joconde au Louvre pour une poignée d'euros parce qu'il avait besoin d'argent, et regardait ensuite le musée générer des milliards sans en toucher la vraie valeur. C'est pas vraiment arrivé, mais t'auras compris l'analogie.
pour se libérer de ce contrat qu'il juge intolérable, Prince met en place une stratégie. On l'a vu, son contrat avec la Warner impose la livraison de 6 albums. Pour solder cet engagement au plus vite et retrouver sa liberté, Prince décide de livrer ses albums en réduisant au strict minimum son implication. Le 9 juillet 1996, c'est le jour d'indépendance officielle de Prince. Il sort son 6e et dernier album qui le lie à la Warner. Une fois libéré de son contrat, Prince retrouve son indépendance. Mais attention, ce n'est pas du tout fini. L'affaire va se régler 18 ans plus tard. Le 18 avril 2014, l'affrontement entre Prince et la Warner se conclut. Lorsque Prince livre ses derniers albums à la Warner en 1996, son obligation de fournir de nouvelles musiques s'arrête. Mais ça ne réglait pas du tout la question fatidique. La Warner restait propriétaire des masters de tous ses albums enregistrés entre 1978 et 1996. Aux États-Unis, la loi sur les droits d'auteur permet à un artiste de demander la récupération de ses droits d'auteur au bout de 35 ans. Donc, c'était le cas pour les enregistrements sortis en 1978. Au lieu de s'affronter dans un procès interminable qu'elle risquait de perdre, la Warner conclut un accord. La Warner rend la propriété intégrale de tous les masters originaux de Prince et en contrepartie, Prince autorise la Warner à distribuer des rééditions et des versions remasterisées de ses anciens albums. Prince obtient la victoire totale sur le terrain juridique. Il récupère la possession exclusive de l'ensemble de son patrimoine musical. À sa mort en 2016, l'intégralité de son catalogue appartient à 100% à ses héritiers, un catalogue estimé à plus de 500 millions de dollars. Alors oui, ses héritiers directs font partie des grands gagnants, ils viennent de recevoir un patrimoine d'un demi-milliard de dollars, donc ça met beaucoup de beurre dans les épinards, mais les véritables gagnants restent les artistes. Avant lui, la grande majorité des artistes considéraient la signature d'un contrat en maison de disque comme l'aboutissement d'une carrière, sans analyser les clauses de propriété intellectuelle. Prince a révélé au grand public et aux musiciens la valeur réelle des masters et l'importance fondamentale de détenir ses propres droits. En découlera les plus grands combats de l'industrie musicale. Michael Jackson et sa guerre contre Sony au début des années 2000, une lutte à mort pour le contrôle des masters, Frank Ocean en 2016 qui livre un album visuel à sa maison de disques pour remplir au plus vite son obligation contractuelle avant de sortir son véritable album Blonde en indépendant 24 heures plus tard, qui deviendra d'ailleurs un des albums les plus marquants du 21e siècle. Kanye West qui publie l'intégralité de ses contrats sur les réseaux sociaux en 2020 pour dénoncer le contrôle des majors sur la création des artistes noirs. Il réutilise mot pour mot l'argumentaire développé par Prince dans les années 90. Taylor Swift qui décide de réenregistrer l'intégralité de ses 6 premiers albums pour contourner la vente de ses masters par son ancien label. Alors en 93, lorsque Prince est apparu le visage marqué et a remplacé son nom par un signe graphique, l'industrie et les médias l'ont qualifié d'excentrique, d'incontrôlable et d'irrationnel. En réalité, il avait 20 ans d'avance sur tout le monde. Il avait compris que dans l'industrie de la culture, la célébrité ne vaut rien si l'on ne possède pas la propriété de ce que l'on crée. Demain, on arrive au moment de l'histoire où, après des décennies de domination de la pop et du rock, un nouveau genre va dominer le monde. Ce sera avec Eminem et c'est demain. Alors, à demain.